Sedi Kaba, bonjour. Bonjour. Vous êtes le rédacteur en chef de Monde Africa. Comment allez-vous? Je vais bien, je vais très bien. Alors, il y a quelques temps, la presse africaine du monde entier s'est indignée parce que vous avez été, paraît-il, victime d'écoutes téléphoniques et même des surveillances ici en France. Oui, c'est tout à fait exact et aussi surprenant que cela puisse paraître. Certains avaient pensé que j'exagérais, que j'affabulais ou que j'étais pris de paranoïa. Mais aussi surprenant que cela puisse paraître, j'ai des éléments matériels qui accréditent la surveillance dont je fais l'objet, ici même en France. D'abord, les choses commencent en janvier 2014, il y a un peu longtemps, 2014, lorsque, à la suite de la publication d'un article dans les colonnes de la Lettre du Continent, le bimensuel de la Lettre du Continent, le ministère nigérien de la Défense avait publié un droit de réponse dans lequel il parlait d'un journaliste nigérien qui vit à Paris, qui est responsable dans un média panafricain et qui est pour eux la source de la Lettre du Continent et qui aurait fourni les informations en question à la Lettre du Continent. Il est évident que pour attester que je suis la source de la Lettre du Continent ou que je suis en relation avec la Lettre du Continent, il faut soit m'avoir écouté les échanges que j'ai eus avec la Lettre du Continent, soit avoir surveillé mes mails. L'un dans l'autre, c'est un élément qui atteste que j'ai fait l'objet d'une surveillance qui a permis, en tout cas, qui a mis les autorités nigériennes sur la piste et qui leur a permis d'accréditer. Par la suite, il y a eu un certain nombre d'éléments aussi qui sont venus, à la fois des confidences des personnes qui m'ont dit qu'elles ne pouvaient plus m'appeler parce qu'elles ont la connaissance que je fais l'objet d'une surveillance de la part d'éléments que je ne connais pas, mais que je faisais l'objet d'une surveillance. Et lorsqu'on dit surveillance, vous savez, autant que moi, il s'agit d'une surveillance à la fois humaine et technique. Il est donc possible aujourd'hui que j'ai été suivi, que j'ai été écouté, que j'ai été espionné. Et beaucoup d'éléments sont de nature à accréditer. Ce qui est nouveau, puisque lorsque les journalistes ont parlé de cette affaire, le gouvernement du Niger a mollement démenti cette information. Il n'a pas totalement démenti d'ailleurs, il a dit que même s'il y a une écoute, il n'était pas à l'origine de cette écoute et qu'il n'en a pas été le bénéficiaire. Moi, je persiste à dire que j'ai fait l'objet d'une surveillance, j'ai fait l'objet d'une écoute et ça, c'est dans le cadre simplement d'un coup tordu, d'une tentative de déstabilisation qui a été orchestrée parce que j'ai pu écrire des choses qui ont déplu, notamment le livre que j'ai publié en 2013, en avril 2013, qui est intitulé Niger, la junte militaire et ses 10 affaires secrètes. Depuis cette affaire, il y a eu beaucoup de spéculations. On a même dit que j'affabulais pour ajouter à ma notoriété que j'ai inventé cette histoire. Comme vous savez, moi, je n'ai pas eu besoin d'inventer cette histoire pour faire l'objet de l'invitation dans les médias, dans la presse internationale ici. Je suis intervenu régulièrement sur des médias et je n'ai pas eu besoin de cela parce qu'avant même que je ne parle de cette écoute, je suis invité par différents médias ici pour commenter l'actualité africaine parce que ces médias connaissent mon expertise. La deuxième chose sur laquelle il me semble important d'insister, on a pu aussi dire que non, il a fait l'objet d'une écoute parce qu'avant d'arriver en France, il travaillait pour un service de renseignement et c'est peut-être pour cette raison qu'on l'a écouté. Or, comme vous savez, moi, j'ai été jusqu'en 2013 correspondant de l'Agence panafricaine de presse. Je suis titulaire d'une carte de la presse étrangère délivrée par le ministère français des Affaires étrangères. Il est important que les gens sachent que pour obtenir cette carte du ministère des Affaires étrangères, vous déposez un dossier au ministère des Affaires étrangères. Ensuite, le ministère des Affaires étrangères transmet votre dossier au ministère de l'Intérieur français qui fait une investigation, qui fouille dans votre passé pour voir s'il y a des éléments qui font qu'on ne peut pas vous accorder cette accréditation. Or, moi, j'ai déposé le 8 janvier 2007 mon dossier d'accréditation au ministère des Affaires étrangères qui m'a donné une attestation provisoire. À la suite de cette attestation provisoire, mon dossier a été transmis effectivement au ministère de l'Intérieur qui, pendant 2 semaines, a fait des investigations. Le 22 mars 2007, j'insiste, le 22 mars 2007, j'ai reçu un coup de fil
du service des accréditations du ministère français des Affaires de l'Intérieur qui précise que mon dossier a fait l'objet d'un examen, que mon passé a été fouillé et qu'il n'y avait rien à dire. Donc à partir de cet instant, cette invention que j'aurais travaillé pour un service de renseignement, que j'aurais fait ceci, cela avant de venir en France, me paraît totalement fausse. C'est une histoire comme dans le cas de ce qui a été dit, disant que j'ai inventé cette histoire pour me faire de l'importance ou que j'ai travaillé pour un service de renseignement. Ce sont des choses qui ont été fabriquées par la suite pour essayer d'accréditer une tentative de déstabilisation, un coup tordu qui pour moi n'a pas réussi. Parce que un des objectifs, c'était que je parte de Jeune Afrique et après mon départ de Jeune Afrique, que je ne puisse plus avoir d'opportunité de travailler, parce qu'il a été même écrit dans les réseaux sociaux et on sait à partir d'où ça a été écrit dans les réseaux sociaux qu'on a fini avec Sidiki Kaba, il ne pourra plus rebondir, vous n'entendrez plus parler de lui ni à la radio ni à la télévision. Or, comme ça n'a pas marché, vous l'avez bien dit en introduction de ce message, je suis devenu rédacteur en chef du Sud Monde Afrique. Et depuis mon arrivée à Monde Afrique, les gens voient la valeur ajoutée, ce que j'ai apporté au site en termes d'audience, en termes de traitement de l'actualité africaine. Beaucoup de gens aujourd'hui, parmi les gens qui ont inventé ça, qui ont essayé ce coup tordu, sont considérablement déçus. Et j'insiste pour dire que moi, si jamais il y avait la moindre preuve que j'ai travaillé pour un service de renseignement avant de venir en France, ce qui est totalement faux, puisque l'enquête du ministère de l'Intérieur ne l'a pas prouvé. S'il y a la preuve que je le fais, on peut toujours engager des poursuites. On peut toujours, parce que pour travailler pour un service de renseignement, vous avez un officier traitant, vous avez des émargements, vous avez fourni une production. Tout cela, si les gens ont la preuve, qu'ils la mettent dans la rue. Je crois que c'est une tentative de déstabilisation. Les gens ont essayé de me nuire parce qu'ils ont estimé que j'ai fait ceci, cela qui ne leur convenait pas. Sidiki Kaba, pourquoi faites-vous peur, disons, au gouvernement nigérien? Non, moi je ne sais pas si j'ai fait peur, mais il y a eu une tentative de déstabilisation, une tentative de nuisance. Le gouvernement du Niger a dit que mes prises de position, ne l'inquiètent pas, ne l'intéressent pas. À la limite, ils ne savent même pas ce que je fais en France. Mais je retiens qu'il y a quand même ce communiqué qui n'a pas été démenti. Ce communiqué a été fait par le ministère nigérien de la Défense, où je suis traité d'être un agent de la DGSE. C'est un communiqué officiel qui n'a jamais été démenti par les autorités nigériennes. Qu'elles soient d'accord ou pas avec la question de la surveillance, elles ont fait un communiqué dans lequel elles disent que je suis un agent de la DGSE et dans lequel elles prétendent que je suis la source de la lettre du continent. Ça, c'est un communiqué qui existe, qui est matériel, qui n'a jamais été démenti. Est-ce que pensez-vous que le gouvernement nigérien aurait pu influer sur Jeune Afrique pour votre départ? Non, je n'ai pas d'éléments matériels qui l'attestent. Mais je suis parti de Jeune Afrique dans des conditions relativement particulières, puisque la raison qui avait été avancée n'a pas convaincu ni en interne ni en externe, disant que parce qu'il y a eu un confidentiel qui serait erroné, ça peut justifier le départ de la chef. Sur la question de Jeune Afrique, j'ai toujours dit que la vérité finira par se savoir. Tôt ou tard, la vérité, c'est s'il y a un complot, s'il y a un deal, ceux qui ont participé à ces deals, tôt ou tard finiront par être démasqués. Mais au stade actuel, moi, je n'ai pas d'éléments matériels qui permettent de me dire que le gouvernement du Niger a dealé, a fait un contrat avec Jeune Afrique pour que je parte. Alors si vous, qui êtes un grand journaliste africain ici à Paris, vous pouvez être espionné, écouté, que dire d'autres journalistes qui ne nous arrivent pas à la cheville? Non, moi je pense que tout mon combat aujourd'hui, et je n'entends pas m'arrêter là, je n'entends pas parce que j'ai sollicité le concours d'un avocat, en l'occurrence Maître Missamou, pour que nous déposions une plainte pour espionnage, une plainte contre X, pour faire la lumière, pour que les autorités françaises fassent la lumière sur ma surveillance, parce que pour moi l'enjeu me dépasse. Comme je l'ai dit souvent, l'enjeu, j'ai été surveillé dans le cadre de mon activité de journaliste. C'est pas en tant que vendeur de piment, c'est pas en tant que trafiquant de ceci, cela, c'est pas en tant que, c'est pas parce que je suis soupçonné de djihadisme ou quelque chose. Non, j'ai été surveillé dans l'exercice de mon métier de journaliste. Et il est important pour la profession que la lumière soit faite pour éviter que d'autres journalistes se retrouvent. D'ailleurs, il n'est pas exclu, puisque
est-ce que je suis le seul dans ce cas? Moi, j'ai pu savoir que je fais l'objet d'une surveillance parce qu'il y a eu cette maladresse communiquée, mais peut-être qu'il y a d'autres qui sont. C'est pour cela qu'il est important de faire la lumière sur ça, pour que les autorités françaises disent que je suis seul dans ce cas ou qu'il n'y a pas d'autres. Il faut, parce que c'est ça qui est important. Au-delà de Sédik Abba, au-delà de mon cas personnel, il faut que la lumière soit faite pour que nous sachions qu'il n'y a pas d'autres confrères qui sont dans la même situation que moi et pour éviter que ça arrive. Vous imaginez si un gouvernement peut faire, ou je ne sais pas, un État quelconque peut faire surveiller quelqu'un parce qu'il a des divergences d'opinion avec lui pour X ou Y raison. C'est très grave pour la démocratie, c'est très grave pour la profession, c'est très grave pour l'exercice de notre métier qui doit être fait dans la sérénité. Moi, je n'ai pas baissé les bras, j'ai continué à travailler parce que je ne me reproche rien, mais je ne sais pas comment d'autres pourraient réagir. Ils peuvent être déstabilisés et ne plus pouvoir travailler. Mais pourtant, lorsque la question a été posée au Quai d'Orsay, la réponse a été que non seulement... Le Quai d'Orsay, à la suite de la question qui lui a été posée, a répondu qu'il n'a pas connaissance de la surveillance dont je fais l'objet, puisque le Quai d'Orsay, ce qui est vraisemblable, ce qui est possible, puisque le Quai d'Orsay n'a pas les moyens, les outils de la surveillance. Si une surveillance est exercée ici en France, c'est plutôt vers d'autres institutions qu'il faut regarder, qui ont les moyens de la surveillance vers d'autres institutions. Mais le Quai d'Orsay a dit qu'il estime que, puisque c'est dans l'exercice de mon métier, j'ai le droit d'exercer librement mon métier de journaliste. Et moi, je dis souvent que même si dans l'hypothèse même où je travaille pour la Lettre du Continent, c'est pas un problème. C'est pas parce que quelqu'un travaille pour la Lettre du Continent que ça suffit pour le mettre sous surveillance, que ça suffit pour espionner ses emails, que ça suffit pour écouter ses conversations téléphoniques. Dans mon cas, il y a eu une volonté de nuisance. Je persiste à croire que les gens ont essayé de me faire un coup tordu, ont essayé de me liquider professionnellement, comme je l'ai dit plusieurs fois. Mais grâce à Dieu, grâce au soutien de ma famille, grâce au soutien de mes frères, grâce au soutien de mes confrères, je n'ai pas baissé les bras, je continue à travailler et j'irai jusqu'au bout pour que toute la lumière soit faite pour cette affaire, parce que l'enjeu de Sédik Abba, c'est un enjeu qui concerne le métier de journaliste et son exercice en France, pays de droits de l'homme comme il a été souvent clamé. Ce sera ma dernière question. Avez-vous senti la solidarité des confrères africains par rapport à cette situation? Absolument, absolument. Voilà, la preuve, c'est que c'est votre démarche qui a été de me donner la parole, de me permettre d'exprimer mon ressenti par rapport à ça. Avant vous, le président de l'association de la presse panafricaine, Luc Emayo, m'a donné l'opportunité aussi de dire ma position. D'autres confrères ont tweeté, d'autres confrères se sont manifestés. Au-delà même des confrères en Afrique, au Niger par exemple, il y a eu une réaction, il y a eu une levée de bouclier. Les gens ont exigé que toute la lumière soit faite. Parce que on ne demande pas un privilège parce qu'on est journaliste. On ne demande pas, c'est pas parce qu'on est journaliste qu'on n'est pas justiciable, c'est pas parce qu'on est journaliste qu'on demande un traitement spécifique. Mais lorsque un journaliste est surveillé, il faut avoir de bonnes raisons de le faire. On ne peut pas surveiller un journaliste simplement dans le cadre d'un coup tordu, dans le cadre d'une démarche qui vise à le liquider professionnellement. Et de ce point de vue, les confrères ont compris l'enjeu. L'enjeu, il va au-delà de Sédik Abba, c'est un enjeu qui concerne la profession et ils se sont mobilisés. Je leur suis reconnaissant et je compte sur eux pour que nous poursuivions parce que cette affaire n'est pas finie. Nous en sommes aujourd'hui simplement au stade de constat, mais nous allons passer à la phase judiciaire où la justice va être saisie pour qu'elle demande aux opérateurs téléphoniques qui m'a surveillé, qui a demandé au nom de quoi cette surveillance a été faite. Donc sur ce combat aussi, je compte à nouveau sur le confrère pour que nous puissions le mener ensemble. Sédik Abba, le mot de la fin? Écoutez, moi je suis tout à fait serein. Je sais que tous les arguments que j'ai entendus ici et là, et d'ailleurs les arguments changent, disant que j'ai inventé cette histoire, d'autres disent que non, c'est lié à son passé. Moi je suis tout à fait serein. Je sais que je suis serein. S'il y a des éléments de mon passé qui ont pu échapper lors de l'investigation, parce que j'insiste là-dessus, en 2007 j'ai fait l'objet d'une investigation complète qui n'a pas suscité la moindre objection pour que je prenne la carte de presse. De 2007 à 2015, j'ai régulièrement obtenu ma carte de presse. Je suis un journaliste connu, reconnu, qui exerce sa profession. Donc je ne suis pas inquiet. Et s'il y a quelque chose qui m'est reproché en dehors de mon métier de journaliste, je suis prêt à y répondre devant les juridictions et devant les autorités compétentes françaises de la France qui m'a donné son hospitalité. Sédik Abba, rédacteur en chef de Monde Africa.
merci d'avoir si gentiment répondu à nos questions. C'est un plaisir, je vous remercie de m'avoir donné cette opportunité et merci pour la solidarité. Merci beaucoup. Merci à vous, merci.